Vous êtes bien sur la télévision du Burkina, la une de ce 13h. Près de 33 000 tradipraticiens, mais seulement 300 d'entre eux disposent d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministère de la Santé avec une cinquantaine de médicaments homologués. Made in Burkina, plus que jamais unie, la médecine conventionnelle et celle dite traditionnelle se donnent la main pour soulager les patients, une volonté réaffirmée hier à l'ouverture de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Hors de chez nous, c'est fait, le divorce est consommé entre Madrid et Barcelone, une indépendance déchirante car l'Espagne a aussitôt mis la Catalogne sous tutelle destituant son exécutif et son parlement avec le soutien de l'Europe. Lui appelle d'ailleurs les deux parties à des négociations pour un retour à l'unité de l'Espagne. Et puis un invité dans ce Midi Magazine. Nous avons M. Adrien Somda, chef de service stratégie et suivi des réformes à la direction générale des impôts. Avec lui, il sera question du nouveau référentiel de son institution, le plan stratégique 2017-2021 de la DGI. Bienvenue, M. Somda. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de cette édition. Mais avant de développer ces titres, c'est tristement que nous ouvrons ce journal avec le décès de l'international burkinabé Abdoulaye Soulama, gardien des buts des étalons. Il s'en est allé hier à Bobo Dioulasso à seulement 38 ans. Funeste nouvelle commentée par Mahamadi Ouena. L'étalon qui vient de rendre son dernier souffle dans la nuit d'hier à Bobo Dioulasso est sans conteste l'un des plus beaux palmarès au poste de gardien de but de ces 20 dernières années au Burkina Faso. Médaillé d'argent à la CAN 2013 en Afrique du Sud avec les étalons, Abdoulaye Traoré Soulama a débuté sa carrière internationale en 1998 avec les étalons. Troisième gardien de but dans la hiérarchie à la CAN 98 au Burkina, Abdoulaye Soulama va enfiler le costume de titulaire dans les années 2000 avant de connaître un passage à vide à partir de 2008. Rappelé par Poput en 2012, Abdoulaye Soulama va contribuer de façon significative à la belle chevauchée des étalons en 2013 en terre sud-africaine, avec à la clé le titre de vice-champion d'Afrique. Au niveau club, on retiendra que Abdoulaye Soulama a débuté sa carrière à l'USCO avant de rejoindre l'ASFB dont il fera les beaux jours. Transféré à l'Asfa Yenga par la suite en 1997, Abdoulaye Soulama tente une première expérience à l'étranger en 2000, notamment en Turquie, dans le club de Denizlispor où il passe 2 ans. Il rejoint par la suite le club algérien de CA Batna. En 2003, il fait son retour au pays où il rejoint la SFV pour relancer sa carrière. Il y passe 3 ans avant de repartir à l'Asfa Yenga, d'où il sera transféré à l'Ashanti Kotoko de Koumassi. Il quitte l'Ashanti Kotoko en 2014 pour les Heart of Oak d'Accra, avant d'être frappé par la maladie courant avril 2017. Né le 29 novembre 1979, Abdoulaye Soulama nous quitte à l'âge de 38 ans. Appelé affectueusement Koro par la plupart des joueurs de l'actuelle génération des étalons, Abdoulaye Soulama laisse derrière lui une veuve et 2 enfants. Abdoulaye repose en paix. Le Burkina, pays des hommes intègres, a su toucher le cœur du principal bailleur de fonds du projet Bagrépol. Bagrépol est une réussite aux yeux de la délégation de la Banque mondiale accueillie hier à la primature pour une séance de travail à l'issue de laquelle la Banque mondiale a annoncé un soutien financier additionnel de 25 milliards de francs CFA. Le point avec Oscar Soulama et Oumar Zomri. Au Premier ministère, la délégation de la Banque mondiale, conduite par son représentant résident, est venue faire le point sur sa mission terrain effectuée à Bagrépol. Selon Cheikh Kanté, le projet Bagrépol avance bien, d'où l'annonce d'un soutien additionnel pour la poursuite des travaux. Nous avons rendu compte de notre satisfaction à son Excellence, M. le Premier ministre, et nous avons aussi annoncé la décision de la Banque mondiale d'accroître le financement pour le projet Bagrépol. Donc nous venons d'annoncer 25 milliards supplémentaires de financement pour donc finaliser les aménagements. Donc ces ressources supplémentaires iront donc dans la préparation du terrain pour l'accès, donc des routes d'accès au site. En plus des chantiers pour faciliter l'accès au site, ce financement supplémentaire contribuera à la réalisation des travaux d'électrification et à l'accompagnement des investisseurs qui veulent s'installer à Bagrépol.
À présent, prenons place à l'hémicycle pour la plénière d'hier avec au menu l'exclusion sociale, la dégradation des infrastructures routières, le site minier à polémique dans le Komangari et cette question orale avec débat la gratuité des soins de santé au Burkina. Les précisions de Nathalie Sawadou Nabaloum. Une seule question orale avec débat était à l'ordre du jour. La question de la gratuité des soins chez les femmes et chez les enfants de 5 ans. Le député Wenyele Sawadgo a voulu savoir le taux de couverture de la mesure à ce jour et le ministre de la Santé d'apporter les éclaircissements. La couverture n'est pas une question de localité, c'est une couverture nationale. Tous les villages, tous les recoins de Burkina sont concernés par cette mesure. 25% de la population est couverte. Cela dépasse 5 millions de personnes au quotidien bénéficient de cette mesure. De manière très précise, cette politique est appliquée à tous les niveaux du système de santé, en partant des CSPS dont je vous parlais, au centre hospitalier universitaire. Pour la question d'actualité adressée au Premier ministre relative à l'occupation illégale du site minier artisanal par les Nigériens dans la Komandjari, le représentant du Premier ministre rassure. L'ensemble donc de la délégation burkinabé et nigérienne, nous avons reconnu que le site aurifère en question se situe en territoire burkinabé suivant l'arrêt de la Cour de justice. Ça, c'est le premier fait. Deuxièmement, nous avons convenu de procéder à la fermeture du dit site en attendant la matérialisation de la frontière. Troisièmement, nous avons demandé à ce qu'on observe le statu quo dans la gestion de la frontière de façon générale en attendant le parachèvement de la mise en œuvre effective de l'arrêt de la Cour internationale de justice. Quatrièmement, nous avons demandé à ce qu'il y ait une convocation d'urgence donc de la commission technique mixte d'abordement donc de la frontière à l'effet d'échanger sur un chronogramme précis de bornage donc de cette frontière. Les 3 autres questions orales sans débat ont porté sur l'entretien des infrastructures routières, la situation actuelle de l'ancien centre hospitalier de Tenkodgo et le programme du département de la femme en direction des leaders d'opinion pour la lutte contre l'exclusion sociale des femmes. Je vous invite au Siao pour l'ouverture de la 4e édition de la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou. C'est un rendez-vous d'affaires entre vendeurs et acheteurs, entrepreneurs et opérateurs économiques des pays du Sud et du Nord. Ils vont 10 jours durant nouer des contacts dans le but de faire de l'espace UEMOA un marché plus viable. Rasmane Zundi, Tanga Robert Kafando. C'est l'acte officiel qui marque l'ouverture de la 4e édition de la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou, FIMO. 10 jours durant, il sera question entre exposants, acheteurs, entreprises locales et internationales, producteurs et exportateurs de nouer des relations d'affaires et de se partager des expériences dans le but de développer le commerce sud-sud, comme l'indique le thème de l'édition. Nous sommes un pays enclavé. Il est bon que dans le cadre effectivement donc, de la promotion de notre commerce, que nous puissions effectivement partager notre expérience et surtout recevoir aussi ce que les uns aussi produisent. Et c'est dans ce cadre que nous organisons effectivement donc, ce forum qui justement donc, pour la présente édition vise surtout à favoriser l'intégration sud-sud. Parce qu'en réalité, entre nous, pays donc du Sud, nous avons de fortes pourcentages et il est bon que nous puissions effectivement donc, dans ce cadre renforcer notre coopération pour effectivement organiser de telles manifestations. La FIMO est à sa 4e édition et ce sont 16 pays du Sud et du Nord qui sont attendus, le Togo étant le pays invité d'honneur. Nous sommes là avec plusieurs opérateurs économiques, environ une trentaine. Par le passé, les opérateurs économiques venaient, mais ça se compte au bout des doigts. Cette fois-ci, nous avons une trentaine avec plusieurs produits que vous pouvez découvrir. Vous avez l'agroalimentaire, vous avez des boissons fabriquées par les Togolais, beaucoup de choses que vous pourrez découvrir. En marge de la foire internationale multisectorielle de Ouagadougou se tient le forum des emballages, un forum qui vise à améliorer la présentation des produits locaux afin de les rendre compétitifs sur le marché international.
Un autre espace d'échange sur des sujets d'intérêt comme nous parlons finance avec le cadre national de concertation des acteurs de la microfinance. Une 9e édition placée sous le signe de la finance digitale au Burkina. Quelle contribution pour une inclusion financière réussie? Le compte rendu de Issa Kafando et Kadi Sanogo. La microfinance vise à contribuer à la réduction de la pauvreté à travers l'offre de produits et services financiers aux populations pauvres ou exclues du système financier. Cette 9e édition du cadre national de concertation des acteurs de la microfinance est un espace privilégié pour réfléchir sur la contribution de la finance digitale dans l'inclusion financière des populations. Au cours de cette rencontre, l'ensemble des acteurs du système financier ainsi que les partenaires vont trouver des solutions innovantes, notamment par la prise en compte des innovations technologiques dans l'offre des services financiers. Les acteurs ont choisi ce thème au regard du fait qu'actuellement, vous allez parcourir 10 ou 15 km pour avoir accès à un service ou produit financier. Alors lorsque la finance digitale s'installe, alors ça rapproche les services et produits financiers aux clients notamment. Et ça réduit du même coup les charges opérationnelles des institutions bancaires et des institutions de microfinance. La finance digitale est une très belle opportunité pour l'Afrique avec la forte pénétration du mobile. Et on peut dire que cela est salutaire parce que ça permet d'inclure les exclus du système financier classique. Et le gouvernement, pour sa part, en tout cas, travaille à renforcer l'infrastructure numérique de base, à la sécuriser, parce que pour inciter les usages, il faut mettre les utilisateurs en confiance. 2 sous-thèmes seront abordés au cours de cette rencontre qui va durer 2 jours, à savoir état des lieux de la finance digitale au Burkina Faso, rôle et responsabilité des acteurs dans le développement de la finance digitale dans notre pays. Plus de 1000 milliards de francs CFA de recettes à l'horizon 2021. C'est l'ambition de la Direction générale des impôts. Son nouveau plan stratégique 2017-2021 a été lancé hier et nous en parlons sur ce plateau avec M. Adrien Somda, chef de service stratégie et suivi des réformes à la Direction générale des impôts. Bienvenue M. Somda. Merci. Hier, vous avez procédé au lancement du plan stratégique 2017-2021. Quels sont les grands axes de ce plan-là? Merci de nous donner l'occasion d'échanger sur le référentiel nouveau. Et Monsieur le directeur général des impôts me charge par ma voix de vous dire merci de collaborer depuis fort longtemps pour permettre donc de tenir informés nos partenaires, nos clients, que sont les contribuables. Alors, hier, nous avons posé un acte fondamental, important, mais il faut rappeler peut-être que c'est la 2e fois. Il y a eu un premier plan stratégique, 2007-2015, qui est arrivé à terme. Et avant donc d'entreprendre, d'élaborer ce nouveau référentiel, de donner les grandes orientations qui vont gouverner l'action de la DGI à l'horizon 2021, nous avons fait donc une évaluation, un bilan, pour voir donc ce qu'il faut reconduire, ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, un état des lieux, avant donc de préparer ce document. Alors, pour rapidement donner les grandes orientations qui sont contenues donc dans ce plan, il y en a trois orientations majeures. La première qui va dans le sens donc des attributions de la Direction générale des impôts, qui consiste donc à mobiliser le maximum de ressources internes, je dirais, pour donc, dans le cadre du PNDES aujourd'hui, pour assurer donc le financement en grande partie, quand vous voyez le PNDES, 43% environ doivent être mobilisés en termes de ressources pour le financement. Alors donc ce premier axe va répondre donc aux besoins que le budget a et va consister en 22 objectifs spécifiques qui vont être déclinés en actions quotidiennes et qui vont porter donc sur ce que nous appelons en termes techniques l'élargissement de l'assiette fiscale, qui va consister donc à revoir, revisiter, je dirais simplement, les matières qui sont aujourd'hui hors du champ de l'impôt. Également aussi, tous ceux qui doivent contribuer, plus ou moins, on va revoir également les sujets assujettis à l'impôt. On va également revisiter certains impôts synthétiques
ce que nous appelons la contribution des micro-entreprises, autrefois appelée CSI. Et il y a d'autres poches d'activités qui sont plus ou moins sous-imposées. Et également, l'action dans cet axe pour pouvoir mobiliser le maximum de ressources va porter sur l'impôt foncier. Donc, oui. Vous parlez de mobilisation de ressources. C'est bien beau d'avoir des ambitions, mais quand on sait que dans votre département, il y a des remous sociaux, comment s'y prendre? Il y a également, merci pour la question, le troisième axe porte justement sur ce que nous appelons améliorer les performances par un management moderne et de qualité qui inclut pour une grande part donc, de reconnaître les mérites des travailleurs, de consolider le pacte social entre donc, le DGI, le ministre de l'économie et des finances et les travailleurs. Donc un ensemble d'activités qui vont être mises en œuvre pour que les travailleurs se sentent d'abord solidaires, ça se retrouve sur les valeurs que nous avons déclinées, que les agents ont déclinées ensemble. C'est un consensus, le plan stratégique. Donc on est d'accord que sur ce plan ressources humaines, il y a un travail énorme à faire et il y a des activités qui vont être donc déroulées dans ce sens pour que, en termes donc de renforcement des capacités, de formation et de conduite des affaires, de transparence et également aussi du droit de réserve pour le fonctionnaire, tout ceci sont un ensemble donc d'éléments que l'ensemble des collègues, l'ensemble des agents de la DGI se sont engagés donc à porter pour qu'on puisse donc réaliser les objectifs qui sont ambitieux. Hier, vous avez dit porter le taux de pression fiscale à 21%. Et quand on sait qu'actuellement, au sein même du contribuable, parfois, ce n'est pas aisé. Oui, peut-être si vous permettez de rappeler les objectifs qui sont ambitieux en termes de mobilisation. 2018, la cible est fixée à 791,8 milliards. 2019, 891,4 milliards. 2020, 992,6 milliards. Et à l'horizon 2021, 1092 milliards. Alors, la DGI seule ne contribue pas à former les éléments donc, qui forment le taux de pression fiscale, mais généralement les gens font la confusion entre les taux nominaux d'imposition et le taux de pression fiscale. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une crainte à cela. Vous voyez déjà que certains éléments du plan stratégique sont en œuvre. On est en train de relire le Code général des impôts qui a été adopté par le gouvernement et transmis donc à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de changement fondamental en termes d'alourdissement du poids de l'impôt pour le contribuable, mais il y a une volonté de modernisation, de mettre à la disposition du contribuable un certain nombre de facilités. Aujourd'hui, tout le monde utilise, par exemple, je donne un petit exemple, tout le monde utilise Airtel Money pour faire ses opérations. Alors, c'est dire que la DGI s'engage à moderniser l'outil de gestion et d'administration de l'impôt et l'on va faciliter un certain nombre d'éléments pour que le contribuable accède et qu'il comprenne. Pourquoi pas traduire le Code général des impôts en ses parties à langue nationale, par exemple. Donc la réflexion est lancée et des actions pourront être... Donc tranquillisons les contribuables. Il ne s'agit pas d'avoir le fouet, mais il y aura donc un service de qualité, une autre approche qui va être développée, qui est prévue dans le plan stratégique. Quand on parle de contribuable, il y a aussi le fonctionnaire. Est-ce que dans ce nouveau plan-là, le fonctionnaire a quelque chose à payer de plus? Oui, nous avons, il faut aller prudemment, le plan prévoit donc que nous puissions envisager l'impôt général sur le revenu, surtout pour les particuliers, pas l'UTS, lui il est déjà là, mais un impôt qui va concerner tous ceux-là qui ne mènent pas une activité professionnelle, mais qui ont des revenus divers. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que Ouagadougou, aujourd'hui, les immeubles poussent, il y a des impôts que l'on tire des locations. Il y a également d'autres activités que les individus en tant que personnes physiques mènent, mais notre système actuel n'appréhende pas suffisamment les individus qui réalisent donc des activités qui produisent des revenus. Donc voilà par exemple un aspect, mais il faudrait qu'on dise aussi que lorsqu'on parle d'impôts, le fonctionnaire aujourd'hui, très vite on l'appréhende,
mais la plus grande masse de gens qui travaillent, qui produisent et qui génèrent des revenus échappent, en tout cas en partie, à l'imposition à ce jour. Donc, mais à quelque part, quelqu'un doit payer plus. Retenons que l'impôt, chacun paye selon ses capacités, comme on le dit. Donc, le système d'imposition est construit de telle sorte que si vous gagnez beaucoup, vous allez payer en proportion de ce que vous réalisez comme bénéfice. Je pense qu'on est à la quête et le système en vigueur actuel veille à ce qu'il existe donc cette équité et cette justice fiscale. Donc, retenons, on peut rappeler que l'impôt vient réajuster un peu, si vous voulez, les inégalités sociales que l'on observe en termes d'accumulation des richesses dans une nation. Merci, monsieur Adrien Somda. Je rappelle que vous êtes le chef de service stratégie et suivi des réformes à la Direction générale des impôts. Avec lui, il était question du nouveau référentiel, le plan stratégique 2017-2021 de la Direction générale des impôts. Restez avec nous, monsieur Somda, pour la suite de ce journal. Et nous parlons de mobilisation des fonds pour la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, un projet né du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre Ivoire et Burkinabé, et qui nécessite près de 1200 milliards de francs CFA pour sa réalisation. Les membres du comité de pilotage étaient en concertation ici à Ouagadougou afin de valider les recommandations formulées lors du dernier TAC. Nongbakouda, Yolande Lompo. Les études d'avant-projet du tronçon Ouagadougou-Koudougou-Bobo-Dioulasso, long de 333 km, sont achevées. Et l'exercice du jour consiste à prendre en compte les recommandations faites lors de la dernière session de 2016 pour la bonne mise en œuvre de l'exécution du projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou. C'est un projet intégrateur, c'est un projet qui permet de renforcer la coopération entre les deux pays, qui a pour objectif d'améliorer la compétitivité de l'économie des deux régions. L'étude de Ouaga à Bobo a coûté près de 2,7 milliards de francs CFA sur le financement budget national. L'UMOA, qui assure la coordination du projet, finance les études de faisabilité technique du tronçon Bobo-Dioulasso-Banfora, frontière Côte d'Ivoire, long de 200 km. C'est depuis 2012 que l'UMOA est à côté des deux États pour financer le grand tronçon. Au Burkina, donc, c'est le tronçon Bobo-Dioulasso, frontière Côte d'Ivoire, qui est financé par l'UMOA. Et en Côte d'Ivoire, c'est le tronçon de Yamoussoukro jusqu'à la frontière. Pour l'ensemble des tronçons, nous sommes à peu près autour de 6 milliards de ressources pour financer les études techniques. Et la nouveauté, c'est que nous avons associé le Mali, parce qu'il y a des projets d'aménagement de 2x2, de routes en 2x2 voies, donc des voies express vers le Mali. Une fois achevée, l'autoroute comportera entre autres des aires de repos, des passages pour piétons et pour animaux. On est cette fois sur les pas du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière en tournée dans la région du Centre-Nord. Après avoir touché du doigt les réalités du terrain, Souleymane Soulama a recueilli les préoccupations des populations avant de présenter les grands projets de son département. Roger Kam, Estelle Judith Assogba. À Kaya, le centre de contrôle des véhicules automobiles et la direction régionale des transports du Centre-Nord sont les deux sites visités par le ministre Soulama et ses plus proches collaborateurs. Une visite qui marque le lancement officiel des activités de cette direction nouvellement construite. Une direction qui a été créée pour rapprocher les prestations du ministère à la population du Centre-Nord. Les machines que nous avons mis à leur disposition, ils pourront directement aller dans le sens de la modernisation, de la sécurisation des types de transport, donc du permis, les cartes grises et aussi les nouvelles plaques, parce que ça va ensemble. Lorsque vous avez votre carte grise, il faut automatiquement la nouvelle plaque minéralogique, sinon votre carte grise n'a pas de sens. Si vous circulez une carte grise et ce n'est pas le même numéro qui est sur votre véhicule, vous êtes en infraction. L'objectif d'un tel projet est de lutter contre la fraude
et la contrefaçon des titres de transport. Nous pensons que nous allons avoir les premiers titres, en tout cas avant la fin de 2017. Nous sommes en phase actuellement à l'étude des coûts. Tout va aller très vite, que ce soit les plaques ou la petite carte permis. Cette visite a également permis au ministre et son staff d'échanger avec les agents nouvellement affectés, les transporteurs et les responsables des auto-écoles. L'absence d'une régie de recettes, la non-conformité des panneaux de signalisation sur les routes et l'absence d'une gare routière à Ouagadougou en direction des régions du centre-nord et du Sahel, à l'exemple de la gare de l'Est, sont entre autres les préoccupations soulevées au cours des échanges. À toutes ces préoccupations, des réponses appropriées ont été apportées par le ministre Soulama et son staff. L'étape de Kaya marque ainsi la fin de cette première sortie du terrain du ministre Soulama. Il se rendra dans les autres régions du pays pour le même exercice. On l'annonçait hier, le Burkina a commémoré la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Une médecine que l'on veut plus innovante aux grandes dames des patients, des praticiens plus coopératifs en phase avec la réglementation en vigueur pour être plus compétitif au plan international. Le reportage est signé Kwalen Ebié et Mariam Dao. Médecine traditionnelle et innovation, c'est sous ce thème que acteurs de la santé, autorités politiques et partenaires techniques et financiers commémorent la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Si l'importance des produits de la pharmacopée traditionnelle n'est plus à démontrer dans les soins de santé, le ministère de la Santé veut innover pour plus d'efficacité. Pour renforcer l'intégration des deux pratiques de santé dans le système de soins, le ministère de la Santé s'est engagé dans la construction de deux structures d'interface au sein des centres hospitaliers régionaux. À ce jour, deux structures d'interface sont construites à Tenkodogo et à Waïgouya. De plus, le projet de construction du centre de médecine traditionnelle et de soins intégrés a été initié et la construction des infrastructures est en cours d'achèvement. Beaucoup d'acquis ont été engrangés et cette commémoration s'inscrit dans la consolidation de ces acquis. Pour le président de la Fédération des tradipraticiens du Burkina, 80% de la population a recours à leurs produits. Un savoir-faire exposé à l'occasion de cette journée que le public a eu l'occasion de visiter. Ce sont les fruits d'une recherche, car nombre de nos remèdes sont homologués, dont répondent favorablement à des tests et à des processus scientifiques. C'est pourquoi encore, nous en appelons à l'accompagnement accru de l'État. À cette cérémonie, au total, 10 personnes ont reçu la médaille du chevalier de l'ordre du mérite, de la santé et de l'action sociale. Une reconnaissance de la nation pour leur contribution à la promotion et à la valorisation de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle. Dans l'actualité internationale, nouveau revirement au Kenya après l'élection de jeudi fortement perturbé par des heurts. Le scrutin qui avait été reporté dans 4 comtés de l'ouest du pays ce samedi a de nouveau été reporté par la commission électorale pour des raisons de sécurité sans donner de nouvelles dates. Mais en attendant, le président sortant Uhuru Kenyatta est sur le point de remporter cette présidentielle avec un score fleuve, Raila Odinga étant non partant. Indépendance hier, aussitôt annoncé, l'Espagne a mis Barcelone sous toute tutelle, destituant son exécutif et son parlement. Mais l'Europe appelle les deux protagonistes à la table des négociations pour l'unité de l'Espagne. Suivons. La réaction du gouvernement espagnol ne s'est pas fait attendre. Ce vendredi soir, quelques heures à peine après la déclaration d'indépendance et à l'issue de ce Conseil des ministres, Mariano Rajoy a annoncé les mesures qu'il entend prendre pour rétablir l'ordre et la loi en Catalogne. Une manière, selon lui, de mettre un terme à ce qu'il qualifie d'escalade de désobéissance. Una normalidad empieza por la ley.
La normalité commence par la loi. Pour retrouver une légitimité institutionnelle et pour rendre leur voix aux Catalans, je vous informe que j'ai dissous aujourd'hui le Parlement catalan et que des élections auront lieu dans cette région autonome le 21 décembre prochain. Mariano Rajoy a convoqué ses ministres après le feu vert donné ce vendredi par le Sénat pour mettre sous tutelle la Catalogne en s'appuyant sur l'article 155 de la Constitution. De son côté, le parquet général a annoncé qu'il poursuivrait Carles Puigdemont pour rébellion, un délit passible d'une peine de 30 ans de prison. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve un peu plus tard dans la nuit pour l'édition synthèse. À bientôt.